ce webinaire sur la mission Villes intelligentes et neutres en carbone, ou autrement appelée Mission Ville. Je suis Anouk Chamelot, je travaille à l'Université Gustave Eiffel et notamment pour le point d'information national Ville, PINVille, et je suis accompagnée de Benjamin Winiger qui travaille au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et qui coordonne le point de contact national transport et le point de contact national climat-énergie, et qui vous présentera donc ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire les nouvelles opportunités de financement prochainement offertes dans le programme de travail 2024-2025 adossé à la mission Ville, à retrouver dans le programme général de travail des missions. Donc, à l'occasion de la publication de ces appels à projets, notre objectif aujourd'hui, c'est évidemment de susciter votre intérêt pour ces appels à projets, mais aussi de favoriser les échanges entre vous et nous, et le montage de propositions. Nous vous signalons par ailleurs, ça a été signalé en introduction ce matin, mais c'est toujours le cas, la session est enregistrée. Nous vous remercions de bien vouloir couper vos équipements micro, caméra, afin de ne pas perturber l'enregistrement. Et bien sûr, le replay et les présentations seront mises à disposition à la fois sur le site horizon-europe.gouv.fr et sur le site pinville.fr d'ici quelques jours. À l'issue de la session, en fin de session, nous vous donnerons aussi le lien pour participer à la session suivante. En l'occurrence, ce sera la session sur la mission cancer, à laquelle nous vous invitons évidemment à participer, étant donné ces liens avec la mission ville. Nous vous rappelons brièvement l'ordre du jour, donc une introduction sur la mission ville, son contexte de création, ses enjeux, ses objectifs généraux et spécifiques, son plan de mise en œuvre et ses spécificités. Ensuite, nous aurons la présentation, l'analyse des résultats des premières années de la mission et donc des premiers projets lauréats. Nous aurons ensuite ce qui nous réunit aujourd'hui, la présentation des futurs appels, des appels 2024. Et puis, vous aurez l'opportunité, évidemment, de poser des questions suite à cette petite présentation, avant de bénéficier du retour d'expérience de M. Lionel Brie pour Inetum, qui coordonne un projet financé sur l'appel 2023 conjoint entre la mission climat et la mission ville. Nous aurons la chance d'écouter son témoignage. Il répondra également à vos questions pendant 5 minutes, puis nous conclurons la session. Nous n'avons qu'une heure aujourd'hui. Donc, un rappel sur cette mission ville. Pourquoi une mission ville? Donc, vous le savez, parmi les 5 missions lancées en septembre 2021, l'une des missions traite de la ville, est consacrée à la ville et notamment aux villes intelligentes et neutres en carbone. Cette mission a été imaginée à partir d'un constat, celui que 3 citoyens européens sur 4 vivent dans des zones urbaines et qu'au niveau mondial, les villes consomment déjà plus de 65% de l'énergie et sont responsables de plus de 70% des émissions de CO2. Dans ce contexte, la Commission européenne, qui veut devenir climatiquement neutre d'ici à 2050, veut réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici au moins 55% d'ici à 2030, afin de réaliser le fameux Green Deal. Les villes sont au cœur de ces enjeux, puisque la Commission européenne considère que les villes concentrent un pourcentage très important des émissions de gaz à effet de serre et sont aussi, en même temps, très bien placées pour être les premières à s'engager sur la voie de la neutralité climatique, étant donné la diversité des acteurs qui s'y rencontrent. Pour aider les villes à s'engager dans cette poursuite de l'objectif de neutralité climatique, il faudra fournir un effort concerté et très innovant dès maintenant pour qu'au moins d'ici 2030, un petit nombre de villes s'engagent et atteignent la neutralité climatique pour préparer la voie pour les autres villes suiveuses d'ici à 2050. Donc, la mission poursuit 2 objectifs phares, 2 objectifs généraux. Le premier, c'est évidemment la réalisation de 100 villes intelligentes et climatiquement neutres d'ici 2030 par et pour les citoyens.
Le deuxième objectif, c'est évidemment de faire en sorte que ces villes servent de centre d'expérimentation, de modèle d'innovation, pour permettre à d'autres villes ensuite, d'autres villes européennes, d'autres villes françaises, de suivre le mouvement d'ici 2050, 20 ans plus tard. Donc l'objectif global de la mission, c'est en effet de soutenir le déploiement le plus rapidement possible de villes pilotes qui seront suivies par l'ensemble des autres villes du continent européen pour qu'elles soient prêtes à la neutralité d'ici 2050. Pourquoi les acteurs français doivent-ils participer à la mission Ville? Pourquoi sont-ils encouragés à s'impliquer dans la réponse aux appels à projets adossés à la mission Ville? Parce que tout d'abord, elle est un bon point d'articulation entre nos programmes nationaux et les programmes européens sur la ville durable. En effet, nous avons derrière nous plus de 10 ans de programmes sur la ville durable en France qui ont englobé diverses initiatives comme les écocités, les écoquartiers, les territoires à énergie positive pour la croissance verte, les démonstrateurs industriels pour la ville durable, les territoires d'innovation, les démonstrateurs de la ville durable, les territoires intelligents et durables, le PEPR, ville durable et bâtiments innovants. Tous ces programmes, comme la mission Ville, mettent en avant une dimension systémique et l'enjeu climatique au cœur de leurs enjeux, au cœur de la recherche et l'innovation urbaine, et donc veulent dynamiser les territoires en créant les conditions d'un passage de la conception à la mise en œuvre de la neutralité climatique, avec évidemment autour une stratégie technique, une vision pour la neutralité et des actions coordonnées entre les différents acteurs du territoire dans divers domaines, en n'oubliant pas d'engager les citoyens pour changer les habitudes et de s'appuyer sur des partenariats publics-privés très solides et de mobiliser évidemment des financements appropriés au caractère très transversal des transformations urbaines en général. C'est pourquoi, donc, depuis 2018, la Commission européenne travaille avec les États membres, dont la France, sur la préparation de cette mission, puis sa mise en œuvre concrète aujourd'hui. Je rappelle évidemment que cette mission est soutenue par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France. Donc la mission repose sur 3 piliers, dont le premier pilier est le soutien à la réalisation des 100 villes neutres en carbone. On l'a compris, c'est un programme de recherche et d'innovation urbaine, de mise en œuvre, surtout à l'attention des villes. Il a donné lieu à un appel à manifestation d'intérêt dont vous avez forcément entendu parler, auquel de très nombreuses villes européennes, 377, ont répondu, et 9 villes françaises ont été sélectionnées pour faire partie des 100 villes climatiquement neutres et intelligentes. Dans son plan de mise en œuvre, la mission Ville précise bien que la mise en œuvre de la mission doit être pensée en synergie avec les autres missions et les autres programmes de financement, donc Horizon Europe, mais aussi les autres programmes européens de financement de la recherche et de l'innovation urbaine. La mission a une série d'objectifs spécifiques qui se déclinent sous les 2 grands objectifs mentionnés précédemment, dont effectivement celui d'agir de manière complémentaire avec les autres initiatives européennes existantes, mais aussi d'aider les villes à créer les conditions d'adhésion et d'engagement des citoyens. Pas que des citoyens, des parties prenantes locales, publiques, privées, donc les entreprises, les collectivités, le monde académique également, et les autorités régionales et nationales. Il faut aussi les aider à définir et à mobiliser les leviers, les bons leviers réglementaires et financiers et à braver les obstacles à l'atteinte de cet objectif. Donc pour faire cela, il faut que l'ensemble des acteurs de la fabrique urbaine, publics comme privés, soient mobilisés. Et c'est dans cet esprit-là qu'ont été pensés les appels à projets que Benjamin va vous présenter juste après. Slide suivante. Donc, nous ne rentrerons pas du tout dans le détail du plan de mise en œuvre de la mission, mais sachez que sa lecture sera très utile pour guider la réponse à tout appel à projet lié à la mission Ville. Donc, gardez-le en tête et nous vous enverrons bien évidemment les ressources documentaires. Rappel des 9 villes françaises sélectionnées quand même: Angers-Loire Métropole, Bordeaux Métropole, Dijon Métropole, la ville de Dunkerque, Grenoble-Alpes Métropole, la ville de Lyon, la ville de Marseille, Nantes Métropole et la ville de Paris.
Ces 9 villes de mission sont soutenues au niveau français par le groupe Miroir National Ville, que vous connaissez peut-être déjà, je l'espère, et au niveau européen par la plateforme de mise en œuvre de la mission qui est Net Zero Cities. Nous n'aborderons encore une fois pas ce deuxième pilier de la mission, mais il faut le garder en mémoire puisque les appels à projets recherche et innovation sont en soutien à la mise en œuvre des 100 villes de mission. Voilà, donc c'est le pilier 3 qui va nous intéresser aujourd'hui, qui représente en fait les autres opportunités de financement adossées à la mission ville, en parallèle de l'AMI des 100 villes. Donc ce sont des appels qui sont destinés à des acteurs qui sont désireux de s'orienter assez rapidement vers la neutralité climatique, quel que soit leur positionnement vis-à-vis de l'AMI 100 villes. On n'a pas besoin forcément d'être établi dans une ville lauréate, candidate, voilà, ni d'être une ville. Ce qui est à retenir de ces différents appels à projets thématiques qui vont vous être présentés par Benjamin, c'est qu'ils ont tous un budget propre, entre 3 et 15 millions d'euros, qu'ils obligent évidemment, comme dans à peu près tous les projets européens, de répondre en coopération avec d'autres acteurs établis dans d'autres États membres, qu'ils réclament une bonne connaissance des réseaux, des initiatives, des programmes européens dans le domaine qui sera choisi, que ce soit la mobilité, l'énergie, le digital, la vie durable en général, et nous sommes là pour vous aider à les identifier. Ils nécessiteront également une implication forte de toutes les parties prenantes, dont les entreprises et les habitants des villes, et la capacité à anticiper la réplication, qui est une dimension très très importante dans la mission ville, la réplication des solutions pour les villes qui vont suivre, en fait, qui vont se servir des premières villes qui auront atteint les objectifs comme modèle pour leur propre projet climatique. Évidemment, il faudra aussi penser à réduire les risques que représentent les grands projets de ville en termes d'investissement financier, et notamment pour le secteur privé. Ces appels, évidemment, sont en soutien à la mise en œuvre très opérationnelle de l'AMI des 100 villes, mais pas uniquement. Et le programme que va vous présenter Benjamin, qui n'est pas encore publié, qui sera publié d'ici quelques jours, nous l'espérons, va apporter un soutien direct aux villes qui sont déjà engagées et aussi permettre à d'autres villes de suivre les modèles. Bien sûr, toutes les propositions doivent montrer qu'elles intègrent les principes de la mission, qu'elles connaissent la mission et ses objectifs, mais aussi qu'elles connaissent et qu'elles agissent en synergie avec les autres programmes européens, les autres initiatives qui existaient déjà en matière de recherche et d'innovation urbaine, et qu'elles contribuent à leurs objectifs. Donc, on vous les a listés ici. Et juste pour un exemple auquel on ne pense pas forcément, mais par exemple, les thèmes qui sont abordés dans le programme de la mission ville seront également pertinents pour la mission cancer, en particulier quand il s'agit de la réduction de la pollution, de l'amélioration de la santé et du bien-être, de la mobilité. En fait, tous ces éléments participent à la prévention du cancer et donc des liens sont à faire entre les deux missions. Donc n'hésitez pas effectivement à vous informer sur les autres missions qui font partie des 5 missions d'Horizon Europe. Sans plus attendre, je vais arrêter et je vais laisser la parole à Benjamin qui va vous présenter donc les résultats des premiers appels de la mission et ensuite les nouveaux appels à projets qui sont sur le point d'être publiés. Je vous remercie. Benjamin, je te laisse reprendre le contrôle. Oui, j'ai repris le contrôle, c'est bon. Donc, je vais très rapidement revenir sur les résultats des premiers appels 2021, 2022 et 2023. Le but, c'est pas de rentrer dans le détail de qu'est-ce qui a été financé, ni qui a été financé, mais plutôt de vous donner un peu une vision générale. Vous aurez l'occasion après, quand vous aurez les slides, de regarder tout cela d'un peu plus près. C'est également de vous donner en fait quelques éléments sur quelles sont les entités qui se sont positionnées, entités ou collectivités, qui se sont positionnées sur les premiers appels, notamment au niveau français, pour éventuellement vous rapprocher de ces dernières qui pourraient être intéressées pour candidater aux prochains appels. Donc, sur les premières années du programme de travail, ce qui est intéressant de voir, c'est que la France est
est positionné, des entités françaises sont positionnées sur la plupart, enfin sur presque tous les appels et la plupart des projets, ce qui est assez, assez positif, avec notamment la coordination d'un appel, d'un projet, le projet Ascend par Lyon Confluence. Tous ces projets sont bien évidemment déjà publics et vous pouvez retrouver des informations sur la plateforme Cordis que vous connaissez sûrement. Et si vous la connaissez pas, n'hésitez pas à revenir vers nous et on vous expliquera l'intérêt de consulter les projets sur cette plateforme. En tout cas, vous aurez toutes les informations sur les projets, les partenaires qui sont indiqués sur les slides. Donc pour 2021-2022, une participation française qui est assez importante et c'est positif, il faut le dire. Par contre, pour 2023, on s'aperçoit voilà, que la participation française a été un petit peu moindre. Donc la France est impliquée dans 4 projets sur les 10 projets financés, avec une coordination par Inetum à travers le projet Regeneration, qui est assez difficile à dire. Et c'est effectivement, comme Anouk le disait, le retour d'expérience qu'on va avoir durant notre session. Donc j'en dis pas forcément plus. Sur le dernier appel, les noms ne sont pas indiqués parce qu'au moment où je faisais les slides, en fait, les projets n'étaient pas pour le coup publics, mais juste sachez que la France est présente dans un projet à travers 2 entités. Au niveau des résultats, donc là, c'est les taux de succès en termes de projets déposés versus nombre de projets financés. La France se distingue quand même par un taux de succès qui est assez élevé, 44%, taux de succès qui a un peu baissé forcément avec les appels 2023. En tout cas, le constat, c'est toujours le même, c'est que au niveau français, le taux de succès est bon, simplement, on ne dépose pas assez. C'est notamment visible, en fait, quand on compare la position française vis-à-vis de la position italienne, où ils ont un taux de succès quand même significativement plus bas, mais ils nous dépassent parce qu'ils ont déposé beaucoup plus de projets. Au niveau du taux de succès en termes de budget, cette fois-ci, donc le budget demandé versus le budget reçu, les taux de succès sont relativement similaires, un peu plus bas, et de ce fait, on se retrouve dépassé par la Belgique, en sachant que la Belgique, il y a des cas assez particuliers, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'organismes internationaux, notamment les KIC, avec la KIC Climat, si vous êtes familier de ce que c'est. Donc, ils sont situés en Belgique et rapportent donc les financements au niveau de la Belgique, mais ce ne sont pas à proprement parler des entités belges. Et pour le coup, la KIC Climat est assez investie dans les appels missions ville comme dans d'autres appels missions. Voilà, je ne vais pas rester plus sur les résultats. Vous aurez de toute façon accès aux slides et je passe directement à la présentation des appels 2024. Donc, on a un budget légèrement baisse par rapport aux premières années du programme. On a un budget de 101 millions d'euros comparé aux 117 millions d'euros en 2021 et 115 millions d'euros en 2023. Par contre, en 2022, on n'avait eu qu'un seul appel financé à hauteur de 42 millions d'euros. Donc, on est plus ou moins dans la moyenne de ces 3 dernières années. 2 CSA vont être financés, 2 IA et une RIA. De manière pas très surprenante, ce sont les IA qui ont les budgets les plus élevés et qui vont venir financer les projets avec les budgets les plus élevés. 15 millions d'euros pour la première IA et 9 millions d'euros par projet pour la seconde IA. Ces projets sont censés s'ouvrir au 17 septembre 2024 et se clôturer en janvier 2025 pour les 4 premiers appels. Et pour le dernier appel,
Alors, petite surprise, enfin, c'est donc un appel, c'est la deuxième vague, mais qui a priori va s'ouvrir avant et se clôturer avant, donc s'ouvrir en avril 2024 pour se clôturer en septembre 2024. Donc c'est un peu à rebours, à confirmer quand même dans le programme de travail définitif qui devrait être publié le 17 avril, donc d'ici 5 jours. Vous recevrez, je vois en même temps passer les questions dans le chat, vous recevrez pas le programme de travail à l'issue de la réunion puisqu'il n'est pas public. On a pris un peu d'avance. Vous le recevrez à partir du moment où il sera public, c'est-à-dire encore une fois le 17 avril. La différence entre les CSA, IA et RIA, une CSA c'est une action de soutien et de coordination, c'est pas une action de recherche en tant que telle. Donc il n'y a pas de niveau, par exemple, de TRL, de maturité technologique indiqué dans les CSA. C'est vraiment de la coordination de réseau, de la production de plans d'action, d'indications en direction des parties prenantes, des décideurs politiques, etc. La différence entre une RIA et une IA, en fait, c'est le niveau de maturité technologique attendu en fin de projet. RIA, c'est un niveau de maturité technologique plus bas et IA, un niveau de maturité technologique plus élevé. Donc je passe. Oui, donc dernière chose que je voulais dire, mais ça a déjà été dit par Anouk, encore une fois, mais c'est important de le souligner, toutes les entités sont éligibles au financement de ces appels à projets, que ce soit les villes, évidemment, qui sont sélectionnées à travers la mission ville, mais également toutes les autres villes, collectivités et entités qui ont une personnalité juridique, donc c'est vraiment pas du tout fermé. Pour ce premier appel, qui est donc une CSA dotée de 3 millions d'euros pour un projet financé, c'est une CSA qui vise à soutenir les autorités nationales, régionales et locales à travers l'Europe pour préparer la transition vers la neutralité climatique dans les villes. Ça, c'est une généralité à travers tous les appels de la mission ville. En fait, il est attendu une collaboration très étroite avec la plateforme de la mission qui vraiment est centrale dans la mission et vise à regrouper un peu toutes les remontées d'informations, de solutions, de bonnes pratiques pour ensuite les diffuser à travers l'Europe. Et cette collaboration, elle doit vraiment être formalisée à travers un accord de collaboration qu'on appelle Memorandum of Understanding. Donc l'objectif de cet appel est de renforcer les réseaux nationaux dans les États membres et les États associés à Horizon Europe et soutenir la création de ces structures si elles n'existent pas encore. Donc cet appel vise également à donner les moyens à ces réseaux nouvellement créés ou qui existent déjà à agir en tant que points contact nationaux clairement identifiés et identifiables pour soutenir les villes dans la poursuite de leur ambition vers la neutralité climatique. Ces réseaux doivent vraiment combiner différents niveaux de compétences institutionnelles, de capacités, d'expertise et de responsabilité, en fait, afin de garantir la cohérence des cadres politiques, financiers et réglementaires pertinents pour les villes. Pour cela, le projet, donc, outre la création, le soutien à la création de ces réseaux, devra promouvoir les échanges et la formation de manière transnationale pour favoriser la réplication des meilleures pratiques à travers l'Europe. Le projet donc, devra renforcer la capacité de ces réseaux existants et faciliter les échanges entre les niveaux nationaux, régionaux et locaux pour assurer la cohérence des politiques à tous ces échelons et assurer une meilleure coordination. Tout cela pourra se faire notamment à travers la mise en place d'activités telles que des formations, des webinaires, des visites et des échanges entre ces différents niveaux locaux, nationaux et régionaux. Enfin, le projet devra identifier les défis spécifiques, les meilleures pratiques et opportunités pour élaborer des cadres politiques et réglementaires, des financements et des structures de gouvernance les mieux adaptés donc, à la neutralité climatique dans les villes. Pour le deuxième appel, donc ce premier appel, c'est effectivement celui que j'indiquais, s'ouvre en avril et se clôture en septembre 2024. Là, on passe aux appels qui s'ouvrent en septembre 2024, a priori pour se clôturer en janvier 2025. Donc là, il s'agit d'une action en innovation, donc ces actions qui ont des niveaux de TRL, de maturité technologique en fin de projet plus élevés,
C'est une action dotée de 45 millions d'euros pour financer 3 projets. Donc le but de cet appel, c'est vraiment de repenser les espaces urbains pour une neutralité climatique. Et là encore, encore une fois, il est attendu une très forte collaboration avec la plateforme de la mission via la signature d'un accord de collaboration. Donc cet appel vise en fait à aborder la question de la gestion de l'espace public urbain et des demandes conflictuelles entre les transports d'un côté et les autres utilisateurs. Et tout cela en fait en tenant compte des objectifs sociaux et climatiques et de la nécessité de passer à des modes de transport qui soient plus efficaces sur le plan énergétique et durable. Il faudra aussi tenir compte de la décarbonation des infrastructures de chauffage et de refroidissement dans les villes. Donc pour cela, en fait, les projets devront aborder 2 grandes thématiques que sont d'une part la réaffectation de l'espace et le réaménagement des infrastructures et d'autre part la gestion dynamique de l'espace et de son utilisation. Donc concernant le premier domaine, il s'agit en fait de reconcevoir l'espace public afin de refléter le niveau d'utilisation des différents modes de transport et tout simplement de décourager les modes de transport, de chauffage et de refroidissement qui ne sont pas durables pour encourager les modes durables. L'objectif donc est de développer des services de mobilité plus durables et plus accessibles et d'accroître l'acceptation de ces services en atténuant les externalités négatives causées par l'utilisation inadéquate de l'espace urbain. L'objectif est également de mieux intégrer les systèmes énergétiques afin d'optimiser l'utilisation de l'espace urbain et des infrastructures existantes et ainsi éviter les investissements inutiles dans les réseaux de distribution tout en augmentant l'autonomie énergétique des municipalités et en réduisant les pertes lors du transport et de la distribution d'énergie. Concernant le deuxième domaine, il s'agit de mettre en place des outils pour assurer la mise en œuvre d'approches innovantes de l'utilisation de l'espace et du trottoir et permettre une allocation plus flexible des fonctions du trottoir. Dans le cadre de cet appel, chaque proposition va devoir prévoir des démonstrations pilotes dans au moins 3 villes, donc 3 villes pilotes qui sont situées dans des États membres ou associés différents et qui vont comprendre des zones à la fois urbaines et suburbaines. Et pour favoriser la reproductibilité et l'adoption de ces résultats, il faudra également sélectionner 3 villes reproductrices ou suiveuses dans l'élaboration des plans de reproduction locaux. Parmi ces villes, il va falloir inclure au moins une ville dans les villes pilotes et une ville dans les villes suiveuses qui soit une ville issue de la liste des 112 villes sélectionnées par la mission. Il est également indiqué que toutes les activités et démonstrations qui seront mises en place dans cet appel et qui sont de nature technologique devront atteindre un minimum de TRL 7 à la fin du projet. J'accélère un petit peu parce qu'effectivement le temps est compté. Deuxième appel qui se clôture en janvier 2025. Il s'agit d'un appel donc de recherche et d'innovation doté de 20 millions d'euros pour 4 projets financés. C'est un appel qui concerne l'objectif, comme son nom l'indique, d'atteindre le zéro pollution dans les villes. Et donc, ce sont bien sûr les villes qui sont tout particulièrement visées par cet appel et qu'on attend particulièrement pour candidater et faire partie des consortiums qui seront financés à travers cet appel. Donc cet appel vise à mettre en œuvre des mesures locales plus efficaces et innovantes contre la pollution, notamment en améliorant les connaissances sur l'exposition des citoyens à la pollution et en améliorant les évaluations des incidences sur la santé liées à la pollution de l'air, de l'eau, du sol et ou du bruit. Encore une fois, il a indiqué dans cet appel que si il y a des solutions technologiques qui sont proposées, ces solutions devront atteindre cette fois-ci un TRL de 5
à la fin du projet. Évidemment, on est dans une RIA et pas dans une IA. En fait, le but, c'est vraiment de fournir suffisamment de billes pour que les villes puissent établir des mesures locales mieux informées et plus cohérentes et ainsi mieux ciblées. Pour répondre à cette demande, les projets doivent aborder au moins deux des quatre domaines qui sont listés, c'est-à-dire soit des évaluations d'impact sur la santé pour mettre en lumière les avantages et les impacts socio-économiques des mesures de lutte contre la pollution, ou bien des méthodes de mesure et de modélisation pour évaluer plus précisément l'exposition et les impacts sanitaires basés sur les risques au niveau régional et ou local, ou bien encore des preuves plus précises de l'exposition, notamment des groupes de population vulnérables, en rendant les évaluations d'impact sur la santé facilement comparables. Ou enfin, l'exploration de l'efficacité des stratégies d'atténuation en surveillant les changements des niveaux de pollution. Outre donc ces deux de ces quatre domaines, les projets vont devoir élaborer des méthodes et des outils pouvant être rapidement déployés et utilisés par les villes et les autorités régionales afin d'aider les décideurs politiques à prioriser leurs actions. Les projets vont également devoir soutenir la mise en œuvre de politiques de lutte contre la pollution zéro en surmontant les obstacles au changement de comportement. On passe au troisième appel de ce batch d'appels. Donc, on a de nouveau une CSA qui est dotée cette fois-ci de 5 millions d'euros pour un seul projet financé. Cette fois-ci, outre toujours la collaboration avec la plateforme de la mission, il y a un critère qui est additionnel. On demande à ce que dans cet appel, en fait, 4 villes fassent vraiment partie du consortium en tant que bénéficiaires et que ces villes soient situées dans des États membres ou associés à Horizon Europe différents afin vraiment d'assurer un équilibre géographique pertinent. Donc là, il s'agit donc c'est un appel qui concerne les plans de gestion de la mobilité et les changements de comportement. Et en fait, on fait le constat que nombre de plans de gestion de la mobilité en Europe ne sont pas clairs. Et lorsqu'ils existent, ils ne semblent en fait pas toujours être pleinement utilisés par leurs utilisateurs cibles. Par conséquent, ils n'entraînent pas véritablement de changement de comportement, ce qui se traduirait en fait dans l'absolu par une évolution vers des choix de mobilité durables. Donc, dans ce contexte, le projet vise à identifier et traiter les goulets d'étranglement et les obstacles qui empêchent donc l'adoption de systèmes de gestion de mobilité durable dans l'Union européenne et proposer des solutions qui pourraient conduire au changement de comportement souhaité des citoyens visant un transport urbain plus durable et décarboné avec tous les avantages en vue de répondre aux demandes du Green Deal européen, du Pacte vert européen. Dans le cas de ce projet, un accent particulier devrait être mis sur l'électromobilité afin de promouvoir les solutions véhicules réseau et atténuer la nécessité d'investir dans l'extension du réseau de distribution. Donc pour cela, les projets devront notamment identifier et analyser les leviers et les obstacles à l'adoption de schémas de gestion de la mobilité. Ils devront collaborer avec les organisations pertinentes pour identifier et évaluer les solutions liées au comportement permettant une adoption réussie des systèmes de gestion de la mobilité. Et ils devront faire des recommandations pour inciter l'adoption d'une mobilité durable et encourager de nouveaux comportements en matière de mobilité. Dans le cas de ce projet, de manière pas forcément très étonnante puisqu'on parle de nouveaux comportements, les sciences humaines et sociales seront particulièrement importantes et devront être incluses à travers les partenaires du consortium. Donc on a pris la main sur ma présentation. Voilà, il ne faut pas éviter de le faire. Donc j'en étais où? Donc les SHS devront être impliqués, notamment pour renforcer l'impact sociétal des activités de recherche connexes. 2 villes devront être,
devront être, donc deux des villes qui feront partie du consortium devront faire partie des 112 villes sélectionnées par la mission ville. Donc encore une fois, il y a quelqu'un qui a pris mon contrôle. Donc si vous appuyez sur contrôler, en fait, vous ne changez pas que pour vous, vous changez pour tout le monde. Donc je reprends la main et j'en étais au quatrième appel. Donc ce quatrième appel, c'est la dernière action en innovation qui est dotée d'un budget de 28 millions d'euros pour trois projets financés, donc chacun à hauteur de 9 millions d'euros. Toujours une collaboration très étroite avec la plateforme de la mission, et cette fois-ci, on s'intéresse aux zones périurbaines intégrées dans la transition vers la neutralité climatique. Donc cet appel vise à favoriser l'intégration de solutions et de mesures écologiques et intelligentes en matière de mobilité, d'énergie, d'industrie et de gouvernance dans les pratiques actuelles de développement et de planification périurbain afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans ces zones et d'améliorer ainsi la qualité de vie de ses habitants. Les propositions doivent étudier un développement durable et décarboné des zones périurbaines en passant des combustibles fossiles à des sources d'énergie durables dans deux des quatre domaines suivants, donc la mobilité, l'énergie, l'industrie et la gouvernance. Les propositions doivent également fournir des exemples de démonstrations européennes sur la manière d'intégrer durablement des solutions et des mesures neutres pour le climat, vertes et intelligentes dans le développement périurbain et urbain et dans les infrastructures existantes de transport, d'énergie, d'industrie. De nouveau, on est dans une IA, c'est pourquoi il a indiqué que toutes les activités et démonstrations pilotes de nature technologique devront atteindre un TRL minimum de 7 à l'issue du projet. Donc pour ce faire, les projets devront notamment examiner les études existantes et sur les mesures contribuant à la neutralité climatique dans les zones périurbaines européennes. Ils devront établir un processus de co-conception en engageant les parties prenantes pour assurer l'adoption réussie des solutions proposées et développer, tester et démontrer des solutions contribuant à la neutralité climatique des zones périurbaines. Les projets devront d'autre part impliquer des parties prenantes d'au moins 3 zones périurbaines ou urbaines, leaders, et 3 zones, donc toujours périurbaines, urbaines, qui seront réplicatrices. Chaque proposition doit au moins inclure une zone urbaine parmi donc, les 112 villes sélectionnées par cette mission. En outre, les projets devront élaborer un laboratoire vivant dans chaque zone pour développer, tester et mettre en œuvre des solutions intégrées. Les projets devront également fournir des indicateurs mesurables démontrant la contribution aux objectifs de neutralité climatique de la mission Ville et devront collaborer avec les cadres d'évaluation d'impact existants et les initiatives de la Commission pour contribuer à la base de connaissances européennes. Et enfin, les SHS sont encore une fois particulièrement attendus dans cet appel. Je m'arrête là. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Pour être sûr de rentrer dans les temps, je propose qu'on donne la parole à notre intervenant et on prendra peut-être l'ensemble des questions à la fin si ça te va. Il n'y a pas de questions sur ta présentation, Benjamin, pour l'instant. OK. Je crois que M. Brie est arrivé, donc nous avons maintenant un retour d'expérience d'Inetum qui aide les entreprises et les institutions à s'emparer des transformations digitales, du Digital Flow, et qui va nous présenter, M. Brie va nous présenter le projet Regeneration, qui est un consortium public-privé comprenant 9 villes européennes. Il va nous expliquer tout ça. Je vous laisse prendre le contrôle, Monsieur Brie, si vous souhaitez. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, s'agissant du projet Regeneration, en fait, on a aujourd'hui un programme effectivement qui inclut pour un financement total d'environ 10 millions d'euros 26 partenaires différents.
à la fois du monde de l'entreprise, du monde des collectivités locales au sens ville et communauté d'agglomération, des, hum, des universités et laboratoires de recherche, des organisations non gouvernementales, et puis un certain nombre d'experts autour de la végétalisation, etc. Donc, un, un ensemble de compétences, un rassemblement de compétences assez variées et donc en synergie. Nos enjeux, en fait, correspondent pour nous à travailler sur 4 villes européennes qui sont la ville de Paris, la ville de Barcelone, la ville d'Alverca, qui est une banlieue de Lisbonne, et puis la ville de Bucarest, avec des projets de réhabilitation de quartiers urbains qui sont finalement assez différents, mais complémentaires. Et les 3 enjeux que nous cherchons à démontrer au travers de ces projets, c'est la capacité à contribuer à l'amélioration de la santé des habitants donc de ces quartiers, en travaillant effectivement sur comment on peut mesurer les impacts en termes de santé publique et de santé individuelle, et puis la capacité à créer des activités à la fois effectivement de bien-être, de développement personnel et de socialisation autour de ces projets de végétalisation que nous avons ciblés. Et puis, bien sûr, la capacité à montrer en quoi on va créer de la valeur au niveau d'un quartier en développant par ailleurs des outils de type effectivement favorisation de promenade, d'usage du vélo et alternative donc à l'usage de la voiture dans ces quartiers, avec notamment un enjeu d'analyse de proximité des services clés pour les habitants autour de ces quartiers. Donc on a proposé en fait une méthodologie assez inclusive alors la santé, on en parle. La slide suivante, c'est bien sûr travailler également sur la qualité de l'air, avec dans les plantations que nous avons prévues, la capacité à mesurer la façon dont on va pouvoir contribuer à la création d'îlots de fraîcheur, à la capture de polluants carbone, mais pas que, puisqu'il y a aussi des particules fines, et quand on parle santé, on va parler de choses qui vont au-delà du carbone. Et puis, la capacité, effectivement, à limiter le réchauffement et à développer des quartiers plus résilients au changement climatique. Et le troisième enjeu, c'est également l'aspect biodiversité. On sait que la ville doit devenir un écosystème qui s'adapte donc à la transformation du climat et à l'évolution des usages. Et donc, on met l'accent également dans ce projet sur la capacité à préserver à la fois faune et flore. Et donc, ce sont des choses qu'on mesurera également au travers de ces projets. Euh, notre vision, c'est effectivement en termes d'approche, de méthodologie commune à ces différents projets, et j'y reviendrai, de se projeter en fait au niveau climat à horizon à minima 2050, voire 2100, pour pouvoir comprendre quels sont les enjeux de réchauffement des quartiers qu'on va aborder, et avec des conditions climatiques très différentes, puisqu'on va avoir du climat méditerranéen, du climat continental, du climat océanique, du climat nordique, puisqu'on a effectivement 4 villes leaders, mais on a 5 autres villes followers qui vont de Finlande jusqu'en Italie, donc on balaye assez large. Un accent important pour travailler sur la co-construction avec les habitants et les associations et les acteurs locaux, qu'ils soient acteurs publics ou acteurs privés. Donc les faire participer au design de ces projets dès le début pour pouvoir garantir, une fois les installations réalisées, une maintenance et une prise en main par les habitants et par les acteurs d'activités autour de ces nouveaux espaces verts créés. Et puis la capacité à définir effectivement non seulement des espaces, mais des usages
qui vont nous permettre, au travers de simulations et d'aide à la décision des collectivités, notamment en charge de ces projets, de mesurer les impacts et de travailler sur des variantes. Et donc, d'où l'importance d'apporter... Ah, je vois que la présentation a disparu. C'est normal? Non, ce n'est pas normal. Benjamin, est-ce que tu es toujours là? Sinon, je vais m'en occuper. Il a dû être éjecté violemment. Il a peut-être été éjecté, effectivement. Bon, je peux continuer à parler en attendant. Oui, bien sûr. À la limite, je pourrais déjà peut-être prendre un premier 30 questions s'il y en a. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas dans le chat à poser toutes vos questions à Monsieur Bry. Je vais essayer de partager. Donc peut-être sur les projets en eux-mêmes. Donc pour Paris, on est sur un projet autour de la transformation de l'héliport de Paris dans le quartier Paris 15, ici les Moulineaux, dont la moitié de la surface va être restituée au parc Suzanne Langlaine qui est en proximité et qui va permettre de créer de nouveaux espaces végétalisés et des espaces verts supplémentaires. Merci. Hop. On est déjà loin. Pour le Portugal, Alverca, on est sur un projet alors là, de transformation totale d'un vieux centre commercial en proximité d'une zone d'habitat social que l'on va qui va être refondu, modernisé, et donc avec un centre commercial qui va être transformé avec de création de logements, de bureaux, d'un toit végétalisé qui va offrir une vraie surface d'activité, on va dire, sportive et végétale autour de ce quartier. On est à Bucarest sur un troisième projet qui est un petit peu différent, qui est un quartier là aussi d'habitat social avec du parking avec une forte pression euh, d'utilisation des espaces autour, des espaces de vie autour des bâtiments et donc une refonte du plan d'aménagement et de l'usage de l'usage de la voiture en termes de parking au profit bien sûr de la création d'activités d'espaces outdoor, espaces verts et usages pour les enfants notamment. Et puis, le dernier projet, c'est Barcelone. Et là, on a plutôt en fait la création d'une avenue verte à côté d'un quartier super bloc qui est le concept d'aménagement barcelonais de la ville résiliente, où on va développer la transformation d'une avenue en un espace à la fois ombragé et donc résilient à l'évolution du climat. Donc voilà les 4 grands projets qui sont les projets leaders et autour desquels nos 5 villes suiveuses qui sont la ville de Segrate dans la banlieue de Milan, la ville de Rome, la ville de La Parenta en Finlande, la ville de Gand en Belgique, et puis il m'en manque une que j'oublie, mais bon, ça me reviendra, c'est pas grave. Donc voilà un peu la présentation d'ensemble. Donc, euh, si vous voulez, pour nous, en synthèse, on démarre ce projet depuis 4 mois. On est en train de cadrer une méthodologie commune avec un accent qui est consacré aujourd'hui sur la façon dont on va collecter les données pour mesurer euh, la situation avant et après ces projets sur les 4 zones leaders en priorité. Et puis, les 5 autres villes se nourriront de ce travail pour préparer leur propre projet de réplication. Et donc, on travaille vraiment sur la mesure d'impact sur les dimensions dont je vous ai parlé, qui sont à la fois bien-être, qualité de vie, capacité à préserver la biodiversité et la santé. Donc, un ensemble d'enjeux assez significatifs sur le développement de quartiers beaucoup plus végétalisés
et donc une régénération des quartiers autour de ces activités. Il ne s'agit pas que de planter, entre guillemets, du verre, il s'agit aussi de regarder quels sont les usages et l'inclusion sociale qu'on peut concevoir autour de ces quartiers. Là, j'ai plus la main sur la présentation. Voilà, donc un exemple d'un projet avec un toit terrasse qui est très proche de ce qu'on va faire sur Alverca avec le partenaire Nood, qui est un aménageur immobilier, qui est un des acteurs de ce projet, à la fois au Portugal et en Roumanie. Donc avec voilà, la création d'une surface de 3000 m² d'activité avec derrière une association, des cours de jardinage, des petits jardins privatifs, une coopérative, donc un ensemble d'usages qui sont des outils pour la vie du quartier et la vie des habitants. Voilà très rapidement. Peut-être si on revient. Ouais, j'ai plus la main là, hein, donc. Alors, vous pouvez reprendre le contrôle en cliquant sur contrôler, normalement. Alors, En haut vers le milieu. Moi, je vois plus en haut l'écran. vers le milieu. Sinon, je vais passer les slides à votre place. Non, mais il nous reste combien de temps là? Parce que peut-être les garder un peu de temps pour les questions. On a terminé, je pense, mais Oui, je pense si... que j'ai balayé l'ensemble au mieux que je puisse éventuellement interagir avec vous. Je vais arrêter le partage pour pouvoir voir le chat. Voilà. Alors, oui, en effet, les slides ne se filent pas. Bonjour, quels sont vos partenaires dans ce projet, s'il vous plaît? Il y en a beaucoup. Attendez, je pense qu'il y a dans une des slides, il y a peut-être la liste des partenaires. Je Bon, vais le remettre. Alors, il y a les villes d'abord, directement. Donc, la ville de Paris, la ville de Barcelone, donc les différentes villes dont j'ai parlé. En dernière slide, non, il n'y a pas la liste des Oui, c'est la partenaires. dernière. Voilà. Ouais. Ah, je ne la vois pas s'afficher. Vous la voyez pas? Non. Alors, Peut-être je que vais les peut-être autres. pouvoir le dire si ça fonctionne pas du tout. Parce que... Voilà, c'est bon. C'est Là, bon? je la vois. Super. Voilà. Donc, les villes. Les villes, donc, ah oui, c'est Ljubljana que j'ai oublié. Je suis désolé pour la Slovénie. Voilà, donc les villes, les universités et organismes de recherche, alors qui sont Paris, Panthéon-Sorbonne et Paris, Université de Lisbonne, université à Bucarest, des services d'urbanisme et dédiés à la construction qui peuvent être des conseils et des accompagnants pour les villes. Euh, donc des différents écosystèmes locaux sur lesquels on travaille, différents acteurs du privé comme nous, Inetom, comme donc on a nous Inetom France, Inetom Espagne, Citreuse qui est la foncière des activités du groupe Mullier, une petite start-up de Geotouch qui travaille sur des solutions digitales innovantes, euh, des spécialistes, on va dire, du monde de l'agriculture PCS, Nood, qui est la boîte de service qui, qui accompagne en fait les propriétaires fonciers dans l'évolution des usages de leurs assets, et puis des gens qui sont des architectes urbanistes comme Arup. Donc, en fait, différentes compétences rassemblées. Et puis, on a aussi des associations ou ce qu'on appelle des NGO, des organisations non gouvernementales, comme le C40, qui regroupe les grandes métropoles mondiales qui ont décidé de travailler ensemble sur voilà, le développement durable de leur ville. Et puis, on a également Urbanize Hub, qui est une plateforme roumaine qui est un vrai think tank autour de ces sujets d'aménagement durable.
Voilà, donc des partenaires, comme vous voyez, très différents, avec donc un gros travail de coordination de l'ensemble de ces acteurs. Alors, comment s'est passé le montage du projet? Bah, c'est comme souvent, non, moi, je travaille depuis quelques années avec un écosystème autour des sujets de l'aménagement durable et des concepts de la ville du quart d'heure, hein, et puis sur les enjeux effectivement de mobilité green, énergie green. Nous, on a plusieurs projets européens, Inetum, sur ces sujets, des communautés énergétiques, de la mobilité verte, des solutions digitales au service voilà, de l'impact des projets d'aménagement sur la planète. Et bah, des gens avec qui on travaillait, comme le C40, également pour lequel on a développé des outils de simulation de l'impact sur la santé de projets d'aménagement de quartier. Des gens comme Arup, qui sont donc des spécialistes de l'urbanisme. Donc voilà, on avait un ensemble de liens et on a construit, on allait rechercher les villes, puisque en fait l'important c'est d'être au service des villes, à la fois des villes leaders et des villes suiveuses, entre guillemets, même si j'aime pas beaucoup ce mot. Donc, c'est avec ces partenaires qu'on est allé chercher les 9 partenaires géographiques, les différents pays. Et puis, après, chaque ville apporte son écosystème. Donc, en fait, c'est un peu une démarche en 3 temps. Un noyau dur, on va dire, de gens intéressés sur le plan de la R&D, d'innovation sur cette thématique. Puis, aller chercher les villes qui sont préoccupées par les mêmes sujets, avec des projets en cours pour lesquels il y a une vraie marge de manœuvre encore pour faire bouger les esquisses de façon à rendre le financement européen le plus productif possible. Et puis effectivement, ensuite, aller chercher l'écosystème, notamment des universités, des labos de recherche qui travaillent localement. Voilà un peu comment ça se monte une opération de ce type-là. Et voilà, c'est un boulot de 4-5 mois à temps plein avec une équipe de 2-3 personnes pour une réponse qui est effectivement assez fournie. Bon, sachant que c'est un projet à 10 millions. Les villes followers sont financées également, ainsi que les villes principales. Tout le monde est financé à des hauteurs différentes, puisque les entreprises privées sont financées à hauteur de 70% et les organismes publics plutôt à hauteur de 90%. Alors, la proportion des équipements, de toute façon, dans le projet, ne devait pas dépasser 20%. Donc, c'était la limite qui nous était fixée. Donc, en fait, il y a 80% de travail de recherche, de méthodologie et 20% d'infrastructure. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis désolée, je ne pouvais pas avoir le chat. Oui. Oui, nous allons conclure donc la session. Je crois que c'est l'heure. Merci beaucoup, Monsieur Brie, pour cette présentation. Je vous en prie. Ah, il y a une dernière question là. Je ne sais pas si vous voulez la prendre. Ah, bah, Pierre va intervenir, je crois. On ne t'entend pas, On n'entend Pierre. pas. Mon micro est coupé. Voilà, là, ça va aller mieux, excusez-moi. Donc, Pierre Paco, ministère de la Recherche également. C'était juste pour dire sur le premier projet qu'a présenté Benjamin. Alors, excusez-moi, je ne l'ai pas relevé en tête sur le numéro. Mais c'est celui qui sera déposé et clôturé au mois de septembre. C'est une CSA, en fait, hein, sur les actions, sur un support aux actions nationales, transnationales pour la mission ville. En gros, c'est en poursuite par rapport à un projet qui existe déjà aujourd'hui et qui est assez institutionnel. Voilà, institutionnel et collaboratif avec les villes. Donc, c'est un peu particulier. Si jamais vous êtes intéressé par ce projet-là, c'est peut-être à nous que pendant ça, tu peux retrouver le titre exact
Ça m'aiderait bien, excusez-moi. Si vous êtes intéressé par ce projet-là, je pense que le mieux, c'est de prendre contact avec nous. Voilà. Avant de se lancer dans une proposition, parce que c'est très particulier. Voilà, c'était tout. Merci. Donc, c'est la CSA 2024-0201. Je vous copie l'identifiant. Hop, voilà. Et puis donc, nous allons pouvoir conclure cette session sur la mission ville pour que vous puissiez passer à la session sur la mission cancer. Donc, nous espérons que ce webinaire vous a été utile, qu'il a mis en lumière un peu tous les aspects de la mission ville et la façon dont tout le monde peut participer, entreprises, collectivités, recherche, et tous les niveaux aussi d'intervention possibles au niveau national, régional, européen. C'est vraiment une opportunité pour vous de travailler ensemble en partenariat avec les acteurs du service privé, enfin des services privés, du tissu associatif, des collectivités, des citoyens et avec l'Europe évidemment. Donc nous allons vous envoyer donc les présentations d'ici quelques jours. Vous pourrez aussi accéder au replay du webinaire. Et évidemment, il y a eu un petit problème de diapositives, mais vous pourrez consulter plus tranquillement les diapositives de Monsieur Brie dans la présentation complète. Merci beaucoup et bonne session sur la mission cancer si vous avez encore le temps de continuer la journée. Merci à tous et à bientôt. Merci. Merci Monsieur Brie pour votre participation.